de MariaDB, on a introduit un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui étaient demandées par les entreprises. Alors, principalement des gens qui suivent des normes comme PCI DSS ou des choses comme ça. Je ne sais pas qui dans la salle parmi vous a ces problématiques-là de sécurisation des serveurs. Là, oui, j'ai pu comprendre. 2, 3, et de suivre des normes 4, 5, ouais. C'est quelque chose de plus en plus important. Et c'est vrai que, bon, il faut avancer sur ces domaines-là aussi. Donc on va voir un peu une partie Authentification Plugin. L'encryption, nouvelle feature de la 10.1. Les rôles qui sont déjà arrivés tout doucement en 10.0. Les plugins de vérification de mot de passe. Les plugins d'audit. Et les notifications automatiques de sécurité. Alors, les plugins d'authentification. Donc ça existe depuis longtemps dans MySQL. C'est une API. Ces plugins d'authentification fonctionnent de la manière où en fait le plugin est à la fois côté serveur, mais aussi côté client. Et donc en fait, un des premiers exemples par exemple, ce serait la possibilité via ETC Shadow, dans les plugins PAM, de Linux, de déléguer l'authentification au Linux qui héberge la base de données. Et à ce moment-là, via PAM, le système d'authentification de Linux, on a la possibilité d'attaquer du LDAP, d'attaquer tout un tas d'autres systèmes d'authentification SSO. Donc, là, avec ça, on peut faire de l'expiration de mot de passe, etc., etc. Donc là, on délègue, en fait, MariaDB va déléguer l'authentification à Linux, qui lui-même peut la déléguer à X système. Alors, ce qu'il faut savoir, et qui est très important, et je vous préviens là, c'est que pour ça, le client, il a besoin d'envoyer le mot de passe en clair du client vers le serveur de base de données, puisque ce serveur de base de données va le passer au système. Donc là, assurez-vous que vos connexions sont sécurisées entre votre client via SSH, SSL, pardon. Donc tout ça c'est natif dans MariaDB depuis des années, hein. Vous avez les possibilités de connecter avec SSL. Donc du coup en fait ce mot de passe ne transitera pas, il va être en clair mais il sera dans une session, donc encrypté. Donc du coup il n'y a pas de possibilité de hacking de ça. Et après bien sûr, bon, une fois que c'est dans le kernel Linux, là c'est tout cassé et on ne peut pas trop voir ce qui se passe. Mais voilà, c'est simplement une petite précaution à prendre. Donc ça marche très facilement, comme tous les plugins dans MySQL MariaDB, installe plugin, PAM, Sonem et la librairie qui contient le plugin. Donc ces plugins-là, en fait, une librairie peut contenir plusieurs plugins. Donc si vous êtes développeur de plugins, vous pouvez faire, avec une seule librairie, donner plusieurs plugins à MariaDB. Bon, et puis après, on va mapper un utilisateur de la base de données vers le plugin. Ça se fait dans la définition de l'utilisateur. Et bien sûr, après, c'est plutôt du système, et là, on va devoir configurer son système au niveau authentification pour pouvoir arriver à faire ce qu'on veut derrière. C'est-à-dire, soit c'est de l'authentification simple Linux, soit ça va vers du LDAP, vers de l'Active Directory, vers d'autres choses. Voilà, c'est plus du tout du ressort de MariaDB. Donc, c'est bien documenté dans les articles en ligne, hein, les KB, on appelle ça comme ça. Donc ça, c'est une base de documentation open, ou participative, un peu un wiki participatif. Et nos développeurs, quand ils font une feature, systématiquement renseignent déjà une première fois ce wiki, et après c'est enrichi par l'expérience utilisateur. Donc de cette manière-là, on peut faire... on pourrait imaginer passer par Linux pour faire de l'authentification Kerberos, mais l'idée c'est que dans la 10.1, on aura nativement une authentification Kerberos, Active Directory, OpenLDAP, etc. Donc là, ce sera des plugins natifs. Alors, nouvelle feature de la 10.1. L'encryption.
Donc là, l'idée, c'est d'encrypter les données directement dans la base de données. C'est quand même une mauvaise pratique. Je tiens à préciser, pendant des années, on a refusé de le faire. Bon, pour des questions de sécurité, mais idéalement, si vous avez une carte bleue encryptée, il vaudra mieux l'encrypter avec un serveur d'encryptage et puis stocker en base de données quelque chose de déjà encrypté. Ça vous causera beaucoup moins de soucis. Mais toutefois, il y a des gens qui sont un peu fainéants, ou il y a des gens aussi qui, pour des bonnes raisons, veulent pouvoir encrypter la totalité de la base de données en fait. Donc là, on a deux modèles. On a un modèle qui va être par table et un modèle par tablespace. Donc le modèle par table va spécifier l'encryptage sur la table, et le modèle par tablespace, c'est tout le tablespace qui va être encrypté. Alors c'est deux sociétés différentes qui ont fait ces contributions-là. Une c'est Epery et l'autre c'est Google. Donc c'est en partenariat avec ces sociétés-là. Alors l'encryptage, c'est un encryptage de type AES-CTR qu'on va trouver dans OpenSSL. Donc c'est du 128K, 128 bits. Alors comment ça marche? Donc là on est au niveau table level, encryption, c'est-à-dire on va encrypter toute la table et on va charger le plugin pour les clés. Donc aujourd'hui ce plugin-là s'appuie juste sur un fichier. Donc c'est un fichier dans lequel on a créé des clés et il va de manière spontanée changer l'encryptage en fait, de la table au fil du temps. Donc le paramétrage pour mettre les clés. Et voilà la façon dont on crée les clés, donc avec OpenSSL. Donc on crée comme ça toute une suite de clés, et derrière, la table va automatiquement être encryptée. Quel est le problème avec cette approche? Tu as une idée? Les clés sont sur le serveur. Ouais. En tout cas, ça protège les backups, en effet. On peut mettre la clé ailleurs, mais en tout cas, faites attention, parce que si on peut copier cette clé au démarrage, par exemple, si je suis root ou sysadmin, en effet, si je prends tout le file system, je le copie, mon DBA peut partir avec ma base de données, redémarrer la base de données. D'accord? Donc l'idée, à terme, c'est que ça, c'est un plugin. Donc on voit bien un plugin load add file. Bon, c'est une version très simplifiée d'un plugin qui fournirait des clés qui seraient distants. Là, c'est un peu, du coup, il est local. Mais ça va bien dans l'offre entreprise d'avoir des services, par exemple, vous allez chez Epery, eux, ils ont un vrai serveur de clés software qui envoie les clés automatiquement. Là, ce ne sera pas le même plugin. Donc on vous fournit une version minimaliste de la solution, mais à terme, dans l'offre entreprise, on aura une version plus avancée, et quitte à vous, après, de faire l'interfaçage, peut-être, si vous avez des serveurs d'encryptage chez vous, de faire votre rapport d'interfaçage via votre protocole interne. Il y a tout un tas de différents protocoles, donc c'est pour ça que c'est dur aussi d'en prendre un. Donc on fournit un exemple à travers un fichier, c'est le plus simple, mais après il y a, ça s'appelle SHM, il y a tout un tas de formats. Donc vous pouvez hooker votre propre plugin pour fournir les clés. Bien sûr, et il y a les modules TP qui sont assez standards maintenant. Oui. Ils sont utilisables pour ça? C'est juste un plugin, donc après vous pouvez venir là-dedans, qu'est-ce que vous voulez. Si vous avez un minimum de connaissances en C, c'est très simple. Nous on l'a fait par exemple pour l'audit plugin. Les premiers plugins qu'on a fait chez Paybox, c'était des plugins faits maison. Nous on a fourni l'interface et derrière on a fait notre propre système d'auditing parce que la possibilité de faire un plugin était là. Et après MariaDB a fourni, Oracle aussi a fourni autour de cette interface des plugins qui fonctionnent avec du paramétrage. Donc après comment ça marche? Une fois qu'on a défini son plugin, on a juste à préciser le encryption, page encryption et la clé qu'on veut utiliser. Donc là c'est assez limité. Maintenant au niveau tablespace, là on a la même chose, on a un plugin pour charger les clés. Et on a plus d'options là, parce qu'en fait, Google a travaillé plus en amont à l'intérieur du serveur. Il n'encrypte pas seulement le tablespace. Il peut encrypter aussi les tables temporaires en ARIA, les logs,
l'état de l'ARIA, naturellement, enfin, le storage engine ARIA, le InnoDB, et l'état temporaire, et aussi les readoubles. Comme ça, on est tranquille, tout est haché à l'intérieur des pages de tablespace. On va donner un nombre de fenêtres pour l'encryptage. On va mélanger en permanence ces fenêtres-là, vont lire des pages, les réencrypter avec une clé différente tout le temps dans le système. Le temps de rotation des clés. Donc là, il va redemander au serveur de clé, au plugin, une nouvelle clé tous les 1800. Je crois que c'est des secondes. Des millisecondes. Regardez la doc. Alors, l'idée quand même, c'est de comparer qu'est-ce qui se passe sur des micro-benchmarks lorsque l'on active la feature. Donc on est sur des benchmarks de l'industrie standard, hein, TCP/C, et on voit l'impact de l'encryptage. Donc TCP/C, c'est un mélange de requêtes d'écriture, de range, de point query, tout un tas de requêtes différentes. Et on voit une diminution en fonction du type d'encryptage qu'on a choisi. Donc table encryptage, les queries, on n'est pas trop mal. Et le Google Encrypt, on prend cher pour l'instant. Mais bon, on n'a rien sans rien. Mais quand même, lorsqu'on n'est plus sur du micro-benchmark, sur de la transaction directe, là, on voit un peu les... Donc c'est ces pics-là qui sont embêtants. Là. Bon, ça peut faire en CPU quand même. Bon, c'est un autre type de benchmark. Bon, finalement, on arrive quand même à garder le nombre de transactions par seconde correct. Donc ce que je disais, c'est qu'en fait, on a des process en background, hein, c'est le nombre de threads qu'on a indiqué, et ces process-là, en fait, vont en permanence scanner les tables et modifier l'encryptage à l'intérieur des tables. Voilà, pour l'encryption, il y a des questions ou... Ouais. Vous pourriez dire chiffrement, s'il vous plaît? Ah, le chiffrement, pardon. Il y a des puristes dans la salle. Alors, la gestion des rôles, c'est arrivé en 10.0 et ça va continuer avec la version 10.1. Alors, c'est la capacité, bien sûr, de définir des groupes d'utilisateurs, de donner des permissions à des rôles et donc d'associer un utilisateur à un rôle. Ça évite d'avoir à redonner tous les droits à chaque fois sur l'ensemble des users. Bon, c'est assez simple, hein, la façon dont ça fonctionne. Donc, je crée un rôle, le rôle journaliste. Je grante les droits show databases, donc ce qui me permet de faire un show databases, c'est-à-dire de voir les bases de données à l'intérieur de mon instance MariaDB. Je grante ces droits-là au rôle et je aussi donne tous les droits sur la base DB1, sur le schéma DB1. Et enfin, je vais associer je vais dire que mon user 1, grand journaliste user 1, fait partie du rôle journaliste. Alors, enfin, en termes de sécurité aussi, les password validation plugins. Donc ça, c'est vrai que c'était beaucoup de bases de données avaient ça, et MariaDB MySQL souffrait de ne pas avoir ce type de feature. Donc c'était quelque chose que les sysadmins faisaient ou ne faisaient pas forcément. Là, c'est la capacité, vous en tant qu'architecte, de forcer vos sysadmins ou vos DBA à appliquer les bonnes pratiques. Donc ces bonnes pratiques-là, c'est simple, il faut avoir des passwords suffisamment longs qui ne s'attaquent pas par dictionnaire, qui possèdent des minuscules et des majuscules, plus des chiffres, etc. Donc tout ça, en fait, alors il y a deux implémentations. Et donc on en a une qui est assez connue, Cracklib, qui est une librairie qui sait gérer ça nativement et qui encapsule tous ces best practices dans Linux en général, ou Unix en général. Et donc du coup on a utilisé la librairie Cracklib dans un plugin, et dans un autre plugin on a fait quelque chose de beaucoup plus simple. Donc c'est une implémentation interne. Voilà, donc il faudra au moins une ponctuation, des digits,
lettres en majuscules, minuscules, etc. Et donc, Tracklib va beaucoup plus loin parce qu'il check les attaques par dictionnaire et donc il check aussi que vous n'utilisez pas des mots trop simples. Alors, l'audit plugin, ça c'est intéressant, c'est un développement qui a commencé il y a de nombreuses années. C'est arrivé à l'intérieur de MySQL 5.1, je pense, sous forme d'API, de pluggabilité. Donc l'idée c'est de passer à l'API, ce qui se passait dans le serveur lui-même, de faire des appels à l'API, et après que les gens viennent derrière développer leur audit plugin pour traquer ce que faisaient les utilisateurs à l'intérieur de MySQL, quelles requêtes ils lançaient, quand est-ce qu'ils s'authentifiaient, etc., etc. Et du coup, sur la 5.1, on n'avait pas fourni forcément de plugin, mais depuis, Oracle a sorti un plugin, MariaDB aussi. On a amélioré encore l'interface d'authentification, d'audit. Et on a dans MariaDB, il y en a un qui est open source de plugin qui vient avec le système. Et donc voilà, on a des améliorations tout le temps sur l'audit plugin. Donc ça, c'est nécessaire en fait d'avoir une couche de login si on ne veut pas forcément, en tout cas sécuriser certains nombres d'utilisateurs comme les DBA, savoir s'ils touchent à une table, savoir s'ils touchent, quand est-ce qu'ils s'authentifient, qui s'est authentifié à ce date-là, si on a un drop table par exemple dans la base de données. Bon, c'est sûrement pas l'application qui l'a fait, ou alors c'est un hack un peu plus grave. Mais si c'est pas l'application qui l'a fait, il faut pouvoir retrouver qui l'a fait, à quelle heure et pourquoi. Donc là en fait, on a aussi gestion des erreurs qui est passée. Alors qu'est-ce qui est monitoré par l'audit plugin, l'API? L'ensemble des connexions, donc quand est-ce qu'on se connecte à la base de données, disconnecte, quand est-ce qu'on a échoué de faire une connexion. Donc ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire j'ai fait une tentative de connexion, le serveur m'a refusé, mais l'audit plugin est suffisamment haut dans l'architecture de MariaDB pour pouvoir loguer ça. Tout ce qui est requêtage, tout type de transaction, soit de modification, soit même de select. Et enfin les objets, quoi. Je veux pouvoir traquer tout ce qui se passe sur telle table, avec tel user, tout ce qui se passe sur tel schéma. C'est des combinaisons de ce type d'informations qu'on va pouvoir loguer. Donc ça va un peu plus loin que tout ça. Donc avant l'audit plugin, on pouvait s'appuyer toujours sur les logs classiques de la base de données, c'est-à-dire le error log, qui est un log des choses qui, par exemple, un échec d'authentification à la base, c'est traqué dans l'error log. Le general log qu'on voit tout en bas, ça c'est un log avant exécution de la requête. Donc on n'a pas d'informations vraiment sur ce qu'a fait la requête à l'intérieur du general log, mais ça permet au moins de tout loguer. La connexion,